Bonjour à tous, nous avons eu au cours de cet ASCO 2026 de nouvelles données intéressantes dans le cancer du sein et également des actualisations d'études. On peut citer deux études Practice Changing qui ont été présentées au cours de cet ASCO. La première, c'est l'étude Optima. Optima qui s'intéresse à des patientes suivies pour un cancer du sein RH+, et qui ont une indication de chimiothérapie adjuvante. Il s'agissait d'inclure des patientes âgées d'au moins 40 ans qui pouvaient avoir une atteinte ganglionnaire allant de 0 à 9 ganglions envahis, et en l'absence d'envahissement ganglionnaire ou en cas d'envahissement microscopique, N1-MI, la taille tumorale devait être d'au moins 3 cm. On comparait dans cette étude la stratégie standard, à savoir l'administration d'une chimiothérapie suivie d'une hormonothérapie, versus une stratégie où l'indication de chimiothérapie était drivée par un risque génomique élevé. Ce risque génomique était défini par un test Prosigna avec un score ROR supérieur à 60. Dans ce cas, on proposait une chimiothérapie. À l'inverse, en cas de ROR inférieur à 60, pas de chimiothérapie. Il s'agissait d'une étude de non-infériorité qui finalement a démontré qu'il n'y avait pas de différence significative en termes de survie sans rechute entre les deux stratégies. Et par ailleurs, ces résultats sont stables quels que soient les sous-groupes, c'est-à-dire que même chez les patientes préménopausées, même chez les patientes avec atteinte ganglionnaire, eh bien cette stratégie de désescalade thérapeutique semble pertinente. Donc on a une étude qui va potentiellement nous conduire à revisiter nos indications de chimiothérapie adjuvante. Autre étude intéressante, l'étude SAC 96-12, qui s'intéressait aux patients atteints d'un cancer de la prostate ou d'un cancer du sein métastatique. L'étude s'intéressait à évaluer la fréquence pertinente d'administration du denosumab pour les patients qui présentaient au moins 3 lésions osseuses. Donc on comparait dans cette étude de non-infériorité l'administration habituelle, à savoir denosumab, 120 mg tous les 28 jours, versus une administration toutes les 12 semaines à la même dose. Et donc cette étude de non-infériorité nous indique que les deux stratégies sont équivalentes et dans ce sens, elles ne conduisent pas, en cas d'administration moins fréquente du denosumab, à un allongement de la durée avant survenue d'un événement symptomatique osseux. Donc une étude qui est intéressante en termes de réduction de la fréquence d'administration du denosumab. Une étude qui est intéressante parce qu'on avait également moins de toxicité avec l'administration espacée, moins d'hypocalcémie, moins d'ostéonécrose, et puis un bénéfice également en termes de coût. Vient ensuite le sujet de la maladie métastatique RH positive. Nous avons eu les résultats de l'étude Persevera. Persevera comparait en première ligne métastatique hormonothérapie par antiaromatase plus palbociclib versus palbociclib plus le cerdoral giredestrant. Donc une étude qui visait à évaluer la plus-value potentielle d'un cerdoral administré en première ligne indépendamment de tout biomarqueur. L'étude est négative sur le critère de PFS et donc nous indique que pour l'instant, proposer d'emblée un cerdoral en première ligne, indépendamment de tout marqueur et notamment de l'émergence de SR1, n'est pas une stratégie pertinente. A l'inverse, on a eu une actualisation de l'étude Serena-6. Donc Serena-6, pour rappel, est une étude qui s'intéressait également aux patientes en première ligne métastatique RH+, traitées par antiaromatase plus inhibiteurs de CDK4/6, chez lesquels on recherchait régulièrement l'émergence éventuelle d'une mutation ESR1. En cas d'émergence d'une telle mutation, les patientes étaient randomisées entre poursuite de la même stratégie thérapeutique versus switch de l'antiaromatase pour un cerdoral, cette fois-ci le camizestrant. Nous savons depuis l'an dernier que cette stratégie augmente de façon significative la survie sans progression des patientes. Elle diffère le délai avant survenue d'une altération de la qualité de vie et elle diffère le délai avant recours à une première chimiothérapie cytotoxique ou un ADC. Eh bien, cette année, nous avons eu les résultats de la PFS2 et la PFS2 est significativement augmentée avec la stratégie de switch de l'hormonothérapie drivée par la PFS1, un bénéfice de plus 6,6 mois.
Autre point intéressant, il nous a été présenté le taux de clairance du ctDNA dans les deux bras. Ce taux de clairance est de plus de 51% avec le bras camizestrant versus seulement 2% avec la stratégie anti-aromatase plus CDK4/6. Donc de nouvelles données qui viennent soutenir ce rationnel pour le switch pour une hormonothérapie de type serre d'oral drivée par le SR1. On a également de nouvelles données, cette fois-ci en deuxième ligne métastatique, grâce à l'étude Victoria. Dans l'étude Victoria présente deux substudies. La substudie 1, qui s'intéresse aux patientes PIK3CA wild-type. Les résultats nous avaient déjà été présentés et montré que le gédatolizib, qui inhibe entre autres PIK3CA, associé au fulvestrant plus ou moins palbociclib, fait significativement mieux en termes de PFS que le fulvestrant seul en monothérapie, donc chez les patientes PIK3CA wild-type. Et bien cette année à l'ASCO, on a eu les données de la population PIK3CA mutée. Dans cette substudie 2, le bras standard était doté de fulvestrant plus alpelisib et ce doublet était comparé à un autre doublet, gédatolizib plus fulvestrant, mais également à un triplet, gédatolizib plus fulvestrant plus palbociclib. Que nous dit cette étude? Eh bien, elle nous dit que le doublet, comme le triplet, double la PFS comparativement au bras standard alpelisib plus fulvestrant. Et ceci au prix d'une moindre toxicité, puisque si on prend le doublet, eh bien, le taux d'hyperglycémie était de l'ordre de 11% avec le gédatolizib versus 57% avec l'alpelisib. Et les diarrhées étaient de l'ordre de 9,6% avec le doublet versus plus de 40% avec l'alpelisib. Donc une stratégie innovante qui peut devenir un standard autant dans la population mutée PIK3CA que dans la population PIK3CA wild type. Et puis vient ensuite le cas de la maladie triple négative. On a eu les résultats d'une étude de phase 3 chinoise, Panku Breast 02, qui évalue un anticorps bispécifique, l'isaralontamab brejitecan, Isabren pour faire simple. Et en fait, cette étude comparait en situation avancée cet anticorps bispécifique versus une monochimiothérapie standard chez des patientes préexposées à de la chimiothérapie, notamment au taxane. Cette étude, elle s'intéresse à un anticorps bispécifique particulier, puisqu'il cible à la fois EGFR et HER3 dans une population chez laquelle on n'a pas recherché de façon spécifique ce biomarqueur. L'étude nous indique que cette stratégie augmente significativement la survie sans progression des patientes, augmente significativement la survie globale de ces patientes et donc ouvre la porte à une nouvelle stratégie thérapeutique. Avec néanmoins certaines limites, puisque dans cette étude, les patientes n'étaient pas exposées antérieurement aux ADC conventionnels que sont le sacituzumab govitecan ou le datopotamab govitecan, ni même encore le TDXD, qui sont des anticorps drogue conjugués qui utilisent le même type de payload, à savoir des inhibiteurs de topoisomérase 1. Or, c'est une question cruciale aujourd'hui. Peut-on rechallenger des ADC avec le même payload en situation métastatique? Donc, nous n'avons pas encore la réponse, mais nous savons en tout cas que ces anticorps bispécifiques sont une classe thérapeutique innovante qui peuvent trouver leur place dans la prise en charge de la maladie triple négative. Merci.